Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, peut-on vraiment déconnecter? Pas seulement aujourd'hui d'ailleurs, mais dans notre vie. Nous consultons notre téléphone près de 2716 fois par jour, soit près de 2 fois par minute, 5 heures par jour en moyenne devant les écrans, hors temps de travail pour ce qui est de la France. Alors, est-il encore possible de se déconnecter dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle? Pas de doute, en tout cas, vous avez conscience du problème, les voisins et les voisines, où que vous soyez dans le monde. Vous avez posté de très nombreux messages. Comment organiser une déconnexion partielle? Peut-être il faut réduire nos ambitions. Des entreprises se dotent maintenant de chartes du droit à la déconnexion. Est-ce que c'est une bonne piste? On vous propose en tout cas d'en discuter avec nos invités. Cette émission est réalisée en partenariat avec le site d'information The Conversation. Bonjour Thibault Liorade. Bonjour Emmanuel. Vous êtes chef de la rubrique économie à The Conversation, qui est un média en ligne à partir d'articles de chercheurs. Et c'est vrai que sur un tel sujet, on a tous un point de vue sur la déconnexion. C'est pas mal d'aller au-delà de nos impressions et vous publiez régulièrement des articles sur ce sujet. Tout à fait, c'est un sujet qui interpelle les chercheurs puisque c'est, comme vous l'avez dit, un sujet qui concerne tout le monde et qui est particulièrement important aujourd'hui dans les entreprises. Et puis qui concerne plein de disciplines différentes, la sociologie, la psychologie, le management, qui touche les sphères de l'économie, des problèmes de société, de famille, etc. Et puis de santé également. Exactement. Puisque on sait que une des conséquences un petit peu extrêmes de ce qu'on appelle la cyberaddiction aujourd'hui, ce sont la dépression, ce sont des phénomènes comme ça qui entraînent du mal-être. Avec nous, Dominique Boulier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue à Sciences Po Paris, vous avez publié Sociologie du numérique chez Armand Collin et vous êtes déjà bien connecté sur votre smartphone pendant qu'on commence l'émission. On sera également en ligne avec Ager Kefi, professeur. On est en ligne déjà avec Ager Kefi. Bonjour Ager Kefi. Bonjour. Vous êtes professeur de gestion à Paris School of Business et vous avez réalisé une étude sur l'hyperconnexion des cadres. Et puis vous enseignez aussi à l'Université nationale de Singapour. Vous avez travaillé sur le cas de Taïwan, je crois aussi. On a reçu beaucoup de messages sur ce sujet. Je vais vous lire le message de Lamar à Nouadhibou en Mauritanie. Qui nous dit qu'il confisque le téléphone portable de ses petits frères et sœurs, il leur coupe le Wi-Fi pendant la semaine, il se connecte uniquement le week-end, il boude, il refuse parfois de manger. Je me demande si c'est une bonne idée de confisquer leur smartphone, nous dit Lamar. Moi je répondrais à Lamar, c'est vous qui voyez. Le week-end dernier en France, dans un village de l'Aveyron, une adolescente de 13 ans a poignardé ses parents parce qu'ils lui avaient confisqué son téléphone portable. Je sais pas si vous avez vu ce fait divers. Non, je dois dire que non. Thibault Liorade, comment ça, vous n'êtes pas suffisamment connecté. En tout cas, les parents sont tous les deux hospitalisés, c'est grave. Laurence Allard, vous êtes bien en ligne avec nous, Laurence Allard? Oui. Laurence Allard, vous êtes à l'université de Lille et vous avez publié un livre sur mobile, enjeux esthétiques et artistiques. Vous travaillez beaucoup sur la question des jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez de ce fait divers, de cette adolescente, parce que vous avez beaucoup travaillé sur les ados, qui poignarde ses parents parce que elle pète les plombs, comme disait une auditrice, parce qu'elle n'a plus son téléphone portable? Oui, ça fait partie des faits divers que l'on met en avant, mais toutes les pratiques des mobiles sont pas, et des téléphones, smartphones sont pas aussi excessives, hein, donc il y a des régulations individuelles et collectives qui sont à trouver et qui se trouvent. Mais de fait, ça illustre la façon dont la société aujourd'hui est totalement numérisée et qu'il est difficile d'avoir une quelconque activité hors de la connexion et que ça fait partie aujourd'hui chez les plus jeunes notamment d'un des besoins fondamentaux que d'être connecté. Voilà. Et donc, bon, alors, besoin ou droit fondamental, c'est toute la question, hein, d'ailleurs. Alors, je vais vous poser la question à vous tous, Thibault Liorade, Dominique Boulier, Ager Kefi et Laurence Allard. Comment, jusqu'à il y a peu de temps, on évaluait surtout les conséquences positives de l'Internet, c'est-à-dire l'accès à l'information, l'ouverture sur le monde, l'éducation, la possibilité de s'élever. Comment on en est arrivé là, finalement, sans s'en rendre compte, Thibault Liorade? Alors, pour moi, c'est particulièrement bien révélé par les témoignages qu'on a eus et ce terrible fait divers que vous avez rappelé. C'est tout simplement qu'on est dans des comportements qui relèvent de l'addiction. Et pour bien comprendre ce phénomène d'addiction, il faut comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on est confronté à ces outils numériques. Il y a une étude de plusieurs psychologues de UCLA aux États-Unis qui explique que lorsqu'on découvre un contenu digne d'intérêt sur les réseaux sociaux, la première région du cerveau qui s'active, c'est celle qui nous pousse à échanger
d'échanger avec nos semblables. C'est-à-dire que notre réaction inconsciente, c'est tout simplement de se demander si ça va pas intéresser d'autres personnes. Et d'ailleurs, Facebook l'a très très bien compris avec sa fonctionnalité du share. Ensuite, la deuxième réaction qui vient ensuite, c'est quand on a partagé, très simplement, on est en attente de likes, de commentaires, de réactions. Et en fait, ces likes, ils vont déclencher le circuit de la récompense dans le cerveau. Ils vont simplement libérer les neurotransmetteurs qui vont être responsables du bien-être et du sentiment de bonheur dans le cerveau. Le partage donc et le like, le bravo finalement. Vous partagez ce point de vue, Dominique Boulier ? Oui, avec cette nuance peut-être que il est surtout important de noter comment justement les plateformes ont été elles-mêmes configurées pour développer ça. Donc ces ressorts psychologiques qu'on peut considérer comme généraux et valides en toute généralité, en réalité, ont été vraiment au cœur même du business model, du modèle économique de ces entreprises. Et de fait, quand on dit, par exemple, le bouton retweet qui est inventé en 2011, si vous voulez, c'est un vecteur extraordinaire de réactivité. Donc on se met en posture de ne pas sélectionner ou hiérarchiser l'information, etc., mais précisément de renvoyer quelque chose sans mesurer les conséquences, parce que c'est-à-dire que c'est nous qui alimentons ce qu'on appelle quelquefois l'infobésité, mais surtout un rythme pressant. Ça, j'insiste là-dessus. Souleymane, qui a 20 ans, qui est étudiant en N'Djamena au Tchad, nous poste ce message. J'utilise trop mon téléphone, même en classe, si j'ai du crédit, et souvent je ne retiens pas ce que dit le prof. Laurent Salard, il y a un vrai phénomène chez les jeunes de déficit de l'attention. C'est-à-dire sur ces problématiques, il n'y a que des psychocogniticiens qui sont convoqués comme pour élucider un petit peu et questionner et puis diagnostiquer en fait ce type de pratique. Et ce qui est logique puisque, comme l'a dit Dominique Boulier, en effet l'ingénierie de l'attention est totalement sous la domination du neuromarketing, et donc c'est non pas des individus que l'on s'adresse, mais des cerveaux en fait. Le neuromarketing, attendez, est-ce qu'on peut expliquer là en quelques mots ce que c'est le neuromarketing ? Dominique Boulier, vous en avez dit un mot, on peut bien réexpliquer ce que c'est ? Alors le principe, c'est de ne pas viser forcément seulement des individus, mais de viser des micro-comportements que l'on est capable de susciter de façon à générer ce qu'on appelle de l'engagement sur les réseaux sociaux, et à partir de ce moment-là, de récupérer un certain nombre de données sur des traces de comportements qui vont nous permettre de mieux comprendre et d'anticiper la façon dont on peut placer des publicités. Est-ce que cette hyperconnexion dont on parle, ça touche toutes les catégories sociales, Dominique Boulier ? Bien, écoutez, il y a peu de... C'est quasiment... Si tant est qu'on soit connecté, bien sûr. Voilà, évidemment. Donc, une fois que vous avez cet a priori-là, de fait, on voit bien que c'est un renforcement social. Donc, c'est collectif. Quand vous évoquiez les jeunes, par exemple, et l'enjeu pour eux, c'est l'équivalent de la famille qui interdit à un enfant d'utiliser son téléphone portable. C'est comme si on lui interdisait de voir son groupe de pairs. Or, s'il y a quelque chose d'essentiel à l'adolescence, c'est effectivement ce groupe de pairs pour essayer, pour expérimenter, pour se tester, etc. Donc, tous les âges sont à peu près concernés pour des raisons différentes. Certains parce qu'ils sont justement dans cette logique de groupe de pairs, d'autres parce que c'est de la reconnaissance sociale, de la visibilité professionnelle qu'il faut en permanence avoir, d'autres parce que professionnellement... Une existence finalement. Oui, c'est ça, c'est se sentir exister. C'est quelque chose qui s'est diffusé, mais professionnellement aussi. La pression est telle du point de vue du management que vous êtes amené à être vigilant tout le temps. Donc cet état d'alerte, ce que j'appelle un état d'alerte mentale, il s'est diffusé à peu près partout et dans tous les milieux. Et de façon étonnante, quelquefois sur des familles les plus ordinaires, comme à des professionnels de l'information qui évidemment, on se dit c'est normal pour eux, mais le problème c'est est-ce que c'est normal à ce seuil et à ce rythme ? Ager Kefi, est-ce que vous qui avez travaillé sur les cadres et l'hyperconnexion, est-ce que quand on est dépendant, on finit par être moins productif, moins performant, puisqu'on a parlé des conséquences de l'hyperconnexion tout à l'heure, est-ce que ça pose un problème au travail ? Alors déjà, j'aimerais rappeler quelques faits qui sont issus de notre enquête qui donc a visé des hauts cadres en France. Alors, on a 62% de ces cadres qui regardent leur courrier électronique et autres outils qui les relient à leur entreprise. 62% qui regardent ces outils juste avant de dormir la nuit. Donc 26% se réveillent la nuit en fait pour se connecter. Donc on a essayé de comprendre
ce qui est relié à ce phénomène de dépendance à ces outils. Et donc, on a identifié des phénomènes psychosociologiques liés aussi au travail qui sont notamment liés à ce qu'on appelle le technostress. Et aussi, en fait, il y a ce qu'on appelle la techno-invasion, c'est-à-dire on a ce sentiment, cette perception de l'empiètement du travail, de la vie au travail de sa vie professionnelle par rapport à sa vie privée. Et là, on a aussi constaté qu'on n'est pas égaux, en fait, par rapport à cette techno-invasion. Et puis aussi en fonction des générations, Thibault Liaurat. Oui, effectivement, parce que aujourd'hui, on a aussi le smartphone dans l'entreprise. On parle souvent de déconnexion sur le temps privé, l'invasion de la vie professionnelle dans la vie privée, mais l'inverse est également vrai. Aujourd'hui, si vous travaillez dans les entreprises, au lieu de faire une pause café, vous allez peut-être faire vos courses en ligne, vous allez peut-être répondre à des messages personnels sur Facebook, souhaiter l'anniversaire d'un proche. Et ça aussi, ça interrompt et ça dégrade la productivité parce que c'est un autre élément qui est dans l'étude d'Ager-Kefi. Elle rappelle que quand on est interrompu par une notification, pour retrouver le même temps de concentration qu'on avait avant cette interruption, il faut 3 minutes. Donc vous imaginez, mis bout à bout, toutes ces 3 minutes, ça fait un sacré temps de perdu. Des entreprises organisent maintenant un droit à la déconnexion. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'il y a ça part de textes réglementaires, Thibault Liaurat? Tout à fait. Alors la France est le premier pays à avoir légiféré en la matière. Le droit à la déconnexion est inscrit dans la loi depuis le 1er janvier 2017. Alors, la limite, on va dire, de ce texte, c'est qu'il n'a pas de valeur contraignante et en conséquence, j'ai des chiffres ici qui rappellent que simplement 16% des grandes entreprises ont instauré des mesures en faveur de ce droit à la déconnexion. Donc, on peut se demander si c'est vraiment efficace ou pas. Avec notamment une charte, c'est ça? Tout à fait, mais alors, il y a quand même encore une limite, c'est qu'est-ce qui se passe en termes de management derrière. Aujourd'hui, on est sur un culte de l'immédiateté et la réactivité, la capacité à traiter les tâches très rapidement, c'est bien vu des managers, c'est bien vu de la hiérarchie. Et un salarié qui va être sur un projet important, qui va être peut-être en concurrence pour une promotion, pour une prime, il va oublier le droit à la déconnexion. Et s'il faut qu'il surtravaille, il va surtravailler. Donc on a ces deux phénomènes qui sont un peu contradictoires et j'ai bien peur que ce soit le deuxième qui soit en train de l'emporter pour le moment. Les GAFA dans l'histoire, les géants du numérique. Alors, quelles sont les prises de conscience? Où est-ce qu'on en est? Il y a des suppressions de boutons like à l'horizon déjà réel ou pas, Dominique Boulier? Oui, je pense qu'il y a la prise de conscience que l'effet d'amplification des systèmes qu'ils ont mis en place produit en réalité précisément cette propagation massive de tout et n'importe quoi qui détruit la valeur même de ces échanges-là. Je suis très conscient que l'important c'est l'autocontrôle dans cette affaire, ce que disait notre auditeur à propos de la méditation. En même temps, beaucoup de gens vont avoir besoin de béquilles, ils ont besoin d'appui et d'aide pour cela. Donc un nouveau business pour aider à lutter contre l'hyperconnexion. Complètement. Avec de nouveaux outils numériques. Complètement. C'est un peu. Vous savez que sur les téléphones portables, par exemple, vous avez maintenant la possibilité de mesurer le temps de toutes les applications. Vous pouvez l'afficher. Et on pourrait imaginer qu'on puisse aller au-delà. C'est-à-dire, c'est pas seulement le temps. Vous pourriez définir des seuils avec des alertes. Et puis après, petit à petit, vous pourriez aller plus finement en disant, moi, c'est ce que je propose, effectivement, qu'on ait une forme de limitation de vitesse, parce que c'est le rythme qui compte pour moi. C'est pas forcément seulement le temps qu'on y passe, mais c'est aussi le rythme. Et donc, une limitation de vitesse qui fait que vous n'aurez droit à un terme où au début, vous ne vous donnez le droit, et puis peut-être qu'on peut implémenter ça collectivement dans une entreprise ou dans un collectif ou au niveau social en général, de dire vous n'aurez plus le droit qu'à un retweet par jour. Alors là, je prends cet exemple-là, vous aurez du coup à réfléchir en disant mais ça vaut vraiment le coup que je le retweete celui-là? Et donc vous re-hiérarchisez l'information, vous prenez une vraie décision. Ah, vous me direz non, c'est inadmissible, c'est une atteinte à la liberté, etc. Ben oui, mais enfin la limitation de vitesse, on a fait comme ça dans les voitures. Encore faut-il que cette limitation soit vécue collectivement.